Donc, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je vais parler du best-of des avancées en néphrologie pédiatrique. Il y aura aussi beaucoup de pré-thérapeutique et encore de la souris, même si apparemment d'ici quelques années on parlera plus de souris. Alors, le plan sera le suivant. Je vais déjà vous parler des maladies rénales rares et des Je parle pas dans le micro, excusez-moi. Alors, je vais parler des maladies rénales rares et des risques spécifiques aux maladies rénales rares et pourquoi il est urgent d'avoir des thérapeutiques spécifiques. Puis, on parlera du lumasiran, donc des thérapies par RNA interférents, des autres thérapies géniques et cellulaires. On passera ensuite au syndrome néphrotique et aux podocytopathies en général. Et puis après, ce sera un peu un melting pot de tous les articles et de toutes les nouveautés. Alors, pourquoi il est urgent d'avoir des thérapies ciblées dans les maladies rares? Cet article vous a déjà été cité précédemment. C'est un article qui est sorti de Lancet, d'une grande étude qui nous vient du Royaume-Uni, où ils ont un large registre de maladies rares radar avec plus de 27 000 participants atteints de 28 types de maladies. Donc cet article, ils ont essayé de montrer les trajectoires différentes des patients selon la maladie rénale et aussi en fait le risque de ces patients atteints de maladies rares par rapport à la population générale et par rapport aux autres maladies rénales. Donc, ils ont pu déterminer que 5 à 10 des patients atteints de maladies rénales chroniques étaient porteurs d'une maladie rénale rare. Et par contre, il y avait une surreprésentation importante des patients en insuffisance rénale chronique terminale, puisqu'ils comptaient pour 25 des patients. Donc, il y a un surrisque pour les patients atteints de maladies rénales rares. Quand on voit évidemment, donc ils ont fait des courbes d'incidence cumulative de risque d'arriver en insuffisance rénale chronique terminale, avec d'un côté les maladies non kystiques et de l'autre côté les maladies kystiques. Donc, le risque d'arriver en insuffisance rénale chronique terminale n'est pas le même pour une cystinose ou pour un malade atteint d'un HNF1 bêta, mais ça permet de connaître un peu ces trajectoires. La bonne nouvelle, tout de même, c'est que bien que le taux d'insuffisance rénale chronique terminale soit plus important, on a par contre un risque de survie, enfin un risque, une diminution du risque de mortalité dans les stades 3 à 5 de ces patients atteints de maladies rénales chroniques, origine de maladies rénales rares, comparé aux autres patients atteints de maladies rénales. Donc, bien qu'une surreprésentation, une diminution du risque de mortalité. Pour ce qui est des populations spécifiquement pédiatriques, donc les enfants qui arrivent en insuffisance rénale chronique terminale à l'âge pédiatrique sont tous atteints de maladies rénales rares. Donc évidemment, on a une vision certainement un peu différente. Donc ça, c'est un registre qui vient d'Australie et de la Nouvelle-Zélande, où il y a 2013 enfants qui ont été recensés en insuffisance rénale chronique terminale, ils ont pu dans cet article, regarder un peu le passage d'une modalité de traitement d'insuffisance rénale chronique terminale à une autre modalité, et aussi le surrisque, le nombre d'années perdues de vie pour ces patients atteints de maladies rénales en âge pédiatrique avec une insuffisance rénale chronique terminale. Donc déjà, les patients pédiatriques, ils passaient en moyenne par deux modalités différentes de traitement de suppléance. Ensuite, seulement 14% des patients avaient une greffe préemptive et on avait une probabilité d'être en vie avec une première transplantation qui était à 20% dans les 3 premiers mois, 44% à un an, un pic à 5 ans avec 70% des patients qui étaient porteurs d'un greffon et d'une première greffe, puis une chute avec à 46% à 15 ans, ce qui témoigne évidemment de la perte du greffon. Pour ce qui est de la survie des patients pédiatriques, donc c'est ces patients atteints de maladies rares, on a aussi des progrès à faire et il faut absolument qu'on arrive à des thérapies plus ciblées. Sur cette population, donc les patients perdaient en moyenne de 16 à 32 ans d'années de vie, d'espérance d'années de vie par rapport aux patients de la population générale. Et donc, plus on était jeune au moment du début de l'atteinte de la maladie rénale, de l'insuffisance rénale terminale, plus on perdait des années de vie, mais aussi étonnamment, les filles avaient plus de pertes d'années de vie
que les garçons, ce qui avait déjà été retrouvé par Julien, en fait, il y a quelques années, sur l'accès à la greffe, avec finalement un moins bon accès des filles. Et donc, même quand on comparait, par exemple, à l'espérance de vie des femmes qui est de 3 ans supérieure à celle des hommes, ici, les filles perdent 7 ans par rapport aux garçons. Donc, il y a une vraie différence. Donc, le pourquoi est pas encore très clair. Mais donc, il y a des progrès à faire pour nos petits patients. Alors, ça va être un peu simplifié, je suis désolée, mais il y a des néophytes comme moi dans le domaine des thérapies et des nouvelles thérapies. Donc, je suis désolée pour les spécialistes, mais je vais reprendre les grandes bases de ces nouvelles thérapies qui vont un peu révolutionner la prise en charge de toutes ces maladies rares dans les prochaines années. Donc, quand on parle des thérapies, on parle de la thérapie cellulaire, alors, pardon, c'est désolé pour la mise en page, qui consiste à greffer des cellules capables de restaurer une fonction d'un tissu ou d'un organe. Donc, soit on prélève les cellules d'un malade, soit c'est un donneur, on modifie ces cellules qu'on va réinjecter, typiquement dans la greffe de peau, dans la greffe de moelle osseuse. La thérapie génique, là, on va en fait modifier génétiquement certaines cellules du patient. Ça implique de faire pénétrer un vecteur viral, enfin un nouveau matériel génétique via un vecteur viral le plus souvent, et on l'injecte soit directement dans l'organisme, soit on extrait les cellules du patient, on le prélève d'abord, on injecte et on réinjecte le matériel modifié dans le patient. C'est pour suppléer finalement la fonction d'un gène défectueux. L'exemple typique, donc, qui a déjà été cité, c'est la myotrophie spinale. Et enfin, les thérapies ARN qui sont un petit peu différentes parce qu'elles ne sont pas légiférées de la même façon. C'est un peu plus simple actuellement sur le parcours législatif avec les ARN messagers, donc qu'on a utilisé récemment beaucoup dans les vaccinations. Les ARN interférents, donc les SI et MI ARN qui se lient à des ARN messagers et qui vont en fait empêcher la traduction en protéines. Et enfin, les ASOS, donc les petits oligonucléotides, donc ADN ou ARN, qui vont s'associer à des séquences d'ARN messagers et vont en fait en modifier la lecture, par exemple dans le Spinraza, aussi traitement de la myotrophie spinale. Dans l'hyperoxalurie de type 1, on est typiquement dans les nouveautés dans l'ARN interférent. Donc ça, c'est certainement une des nouveautés pédiatriques et aussi dans le monde des adultes des dernières années avec une vraie success story. Donc, vous savez que l'HP de type 1, c'est un déficit en une enzyme qui se trouve dans les peroxysomes du foie, donc un déficit au niveau de l'AGT. Et donc, le lumasiran va, on va empêcher en quelque sorte la traduction en protéines de la glycolate oxydase, ce qui va permettre de diminuer l'accumulation de l'oxalate et donc les atteintes rénales, néphrocalcinose, lithiase, mais aussi l'oxalose générale. Ce médicament, donc les études qui ont permis finalement d'accéder, de montrer son efficacité, il y a eu, vous en avez tous, je pense, entendu parler, 3 études, Illuminate A, B et C, qui étaient dans des populations différentes de malades. Donc pour le A, c'était les enfants de plus de 6 ans avec une clairance au-dessus de 30. Pour le B, les enfants de moins de 6 ans avec une clairance au-delà de 45. Et le groupe C, Illuminate C, pardon, qui était tous les âges avec des GFR en dessous de 45. Et soit il était dosé l'oxalurie des 24 heures, soit un spot urine, soit une oxalémie. Et en tout cas, dans l'ensemble des études, il a été montré une diminution de l'oxalurie ou de l'oxalémie, et ce, de manière durable, ce qui a fait qu'aujourd'hui, il est considéré qu'il y a un ASMR de niveau 3 pour cette molécule, l'humaziran, qui est utilisée. Ça a pu aboutir à des nouvelles recommandations récentes qui ont été émises par le groupe EarthNet et le groupe Oxal Europe. Donc, non seulement, bon, donc il y a toujours une stratégie de prise en charge des patients sur la détection de la maladie qui a été mise au point, mais aussi une stratégie thérapeutique qui reste discutée dans certains pays, mais qui actuellement est de plus en plus appliquée dans les centres européens. Donc, pour tous les patients de moins de 18 ans qui ont une néphrocalcinose ou une lithiase, ou pour tous les patients de plus de 18 ans qui ont eu plusieurs épisodes de lithiase, il est recommandé de faire au moins 2 dosages d'oxalurie pour quand les patients ont une clairance qui a baissé
alors il faut faire un dosage d'oxalémie dans un laboratoire qui sait bien le faire et de corriger cette oxalémie au niveau d'insuffisance rénale. Puis, quand on a une authentique hyperoxalurie ou une oxalémie, il est recommandé de mettre en route le traitement très rapidement. Donc, quand cela est possible, en fonction de la clairance du patient, une hyperhydratation, une supplémentation en B6, une alcalinisation des urines, puis, en fonction de la réponse à la B6, de commencer ou pas le traitement par l'humaziran euh, assez rapidement. Ça a été relativement révolutionnaire puisque ça a permis, au lieu d'avoir des greffes séquentielles comme ça a été fait jusque-là, de pouvoir procéder en fait à des greffes rénales simples après qu'il y ait eu un traitement par l'humaziran qui permettait de ramener un taux d'oxalémie qui reste peut-être encore un peu à éclaircir à des niveaux acceptables ou du moins similaires à ceux des autres patients en dialyse. Pour ce qui est des thérapies cellulaires et géniques, les néphropédiatres ne sont pas les bons élèves actuellement. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de thérapies qui ont été développées dans de nombreuses maladies, notamment pour ce qui est des maladies hématologiques bénignes, des maladies neurologiques, tout ce qui est tumoral, hématologique et tumeurs solides. Par contre, on n'a pas encore de thérapie génique à proprement parler sur le marché en pédiatrie. Or, on a 30% des maladies rénales qui sont monogéniques, donc on serait les parfaits candidats pour des thérapies géniques. La difficulté, c'est finalement l'adressage du matériel génétique au rein, de ces cargos génétiques, parce que par exemple, dans le foie, on a 80% de cellules qui sont hépatocytaires, mais dans le rein, on a de nombreux types cellulaires, on a le problème de la filtration, donc il y a une difficulté supplémentaire au niveau rénal. Et il y a quand même beaucoup de modèles animaux qui montrent en fait une certaine efficacité de ces thérapies. Donc certainement, dans les prochaines années, on peut espérer voir venir des choses en pédiatrie et aussi en néphrologie. Donc, qu'est-ce qui a été essayé aujourd'hui? Donc, beaucoup de choses, soit une injection directe du matériel pour augmenter sa disponibilité directement au rein, donc dans l'artère, dans la veine rénale, dans l'urtère. Donc ça a été essayé pour le syndrome d'Alport, la maladie de Fabry, le déficit en anhydrase carbonique et la maladie de Tante. La voie sous-cutanée, c'est la voie privilégiée pour tout ce qui est distribution des petits oligonucléotides, et ça a été essayé dans le syndrome d'Alport et dans les polykystoses dominantes. La voie systémique, c'est utilisé à la fois pour les assos, à la fois pour les thérapies cellulaires et les thérapies géniques, avec souvent des vecteurs déviés, de type adénovirus-like, et cela a été essayé pour la cystinose, la maladie de Dante, la maladie de Fabry, la maladie de Joubert, les syndromes néphrotiques et le déficit en sphingosine 1-phosphate lyase. Donc tout ça, quand je vous dis essayer, on en est à des modèles animaux. Donc dans cet article-là, c'est les nombreuses listes des essais qui ont été faits dans la maladie d'Alport, dans la PKD, la cystinose. Et je vous ai sélectionné, en fait, quand on va demander 2023-2024, les essais qui se rapportent à 2023-2024 dans ces modèles de maladies génétiques. Alors, le premier article, c'est un article qui a été publié en 2023 avec un essai dans la maladie de Fabry, où il a été donc injecté le gène difficient chez des souris knockout par un vecteur viral par voie systémique. Et il a été regardé l'accumulation de GB3 qui est présente dans la maladie de Fabry chez ces souris. Donc, il y a une correction partielle du phénotype. Cependant, au niveau cérébral, il y avait encore une accumulation de GB3. Donc, ce n'était pas une correction complète du phénotype. Pour cette étude qui porte sur le syndrome néphrotique d'origine génétique, et ici, c'est la podocine, donc il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été publiées. Là, je vous mets juste un des articles. Donc, cette équipe a essayé de faire un transfert génétique par voie systémique avec un vecteur viral, et ils ont pu montrer que si on injectait, on corrigeait l'anomalie génétique, on va dire, en amont
du syndrome néphrotique, il y avait une amélioration histologique, une amélioration de la survie et des paramètres biologiques. Mais attention, ce n'était pas une correction complète. Par contre, si la correction génétique se faisait après le début des symptômes, seule l'albuminémie était modifiée, donc un intérêt, mais précoce. Enfin, pour ce qui est du traitement du syndrome d'insuffisance de la sphingocytose phosphatidase, donc j'ai dû regarder ce que c'était. Il s'agit d'une maladie sévère avec un décès dans l'enfance qui conduit à une glomérulosclérose, un déficit immunitaire, une ichthyose, une atteinte neurologique. Les auteurs ont là aussi essayé d'injecter par voie systémique avec un vecteur viral des souris déficientes pour LGPL1, qui est le déficit génétique de ces patients, et ils ont montré qu'il y avait une survie prolongée des souris par rapport à des souris qui survivaient que quelques heures, et ils ont encore amélioré leur modèle en utilisant non plus une réplication par du CMV, mais par un promoteur qui s'appelle le CAG. Bon, elles survivaient 45 jours, ce qui n'était pas non plus une survie si prolongée pour des souris, mais mieux que les quelques heures euh, des souris initiales. Alors, où en est-on maintenant pour des choses un peu plus concrètes pour ce qui est des néphropathies glomérulaires? Donc, le groupe de l'IPNA a émis des recommandations récentes quant à la prise en charge et la prise en charge thérapeutique, enfin, et diagnostique, et notamment des syndromes néphrotiques corticosensibles, avec une révision des définitions de ce qu'est un syndrome néphrotique corticosensible, mais aussi de mieux établir la place à la fois de la génétique et des ponctions biopsie rénales. Donc, pour le moment, tous les enfants de 1 à 12 ans, il n'y a pas de nécessité de génétique d'emblée ou de PBR, sauf en cas d'atypie, c'est-à-dire hématurie macroscopique, C3G bas, insuffisance rénale organique importante, hypertension ou des lésions ou des atteintes qui font suspecter quelque chose d'atypique. Pour les enfants qui ont de moins de 3 mois, le diagnostic génétique reste à privilégier en premier. Pour les enfants entre 3 et 12 mois, je pense qu'en France, la plupart des équipes font une étude génétique aussi, mais quand on n'a pas accès à la génétique immédiate ou quand la réponse génétique est négative, la ponction biopsie rénale sera proposée. Et enfin, pour les enfants de plus de 12 ans, qui jusqu'alors étaient tous, enfin en tout cas beaucoup d'équipes les biopsiaient puisque c'était recommandé, il y a maintenant une petite souplesse du cadre avec la possibilité de les traiter comme les enfants de moins de 12 ans et de réévaluer la ponction biopsie rénale en fonction de la réponse aux corticoïdes. En tout cas, il n'y a pas de place à la génétique dans le syndrome néphrotique corticosensible, même familiaux, puisqu'on n'a pas trouvé d'atteinte monogénique chez ces patients. Et enfin, donc alors ça, je pense que tout le monde en a entendu parler. Ça va être rediscuté cet après-midi, donc je vais passer relativement vite. C'est la découverte ou la redécouverte des anticorps antinéphrites par cette équipe de Hambourg, qui a pu montrer la présence d'anticorps antinéphrine qui étaient finalement concomitants des rechutes et de la protéinurie chez les patients adultes atteints de LGM ou HSF ou chez les enfants atteints de syndrome néphrotique idiopathique. Donc, vous voyez, il y a deux lignes pour chaque patient. Et la première ligne, donc, c'est la présence d'anticorps. La seconde ligne, c'est le ratio protéines sur créate, donc, qui sont relativement bien corrélés. Ce qu'ils ont pu montrer, donc, c'est que a priori, ce serait relativement spécifique de ces maladies-là, puisqu'on ne trouvait pas d'anticorps antinéphrine dans les atteintes membranoprolifératives ou chez les contrôles, que l'anticorps antinéphrine augmentait avec la protéinurie, que c'était aussi relativement lié aux rechutes chez les patients quand on regardait une évolution longitudinale. Et enfin, ils ont traité prospectivement par rituximab deux patients avec la présence de ces anticorps antinéphrine, mais tout cela sera rediscuté, et notamment la possibilité peut-être de dosage dans le futur. En termes de podocytopathie, au sens large, hein, pas que les syndromes néphrotiques, il y a de nombreuses cibles thérapeutiques qui sont actuellement en essai thérapeutique, puisque comme vous le savez, le podocyte, c'est la cible de nombreuses maladies qui aboutissent à une protéinurie, qu'elle soit d'origine primaire ou secondaire.
et il y a de nombreux gènes actuellement qui ont été identifiés. Donc, tout ça, c'est les études qui sont soit en cours, soit qui vont démarrer, soit qui viennent d'être clôturées. Donc, il y en a 18 actuellement, avec soit des nouvelles molécules qui ont été découvertes, soit en fait des traitements qui étaient déjà utilisés dans d'autres maladies, mais dont actuellement on sait que les voies de signalisation sont impliquées dans les podocytopathies. Donc, plus précisément, pour quelques voies, il y a actuellement pas mal d'essais pour ApoL1. Je vais reparler d'inaxaplin dans la prochaine diapositive, mais il y a aussi, on sait que dans ApoL1 est lié à une activation de JAK-STAT, donc des essais d'inhibition par le baricitinib. On a aussi au niveau de la mitochondrie plusieurs traitements qui sont en cours, par coenzyme Q10 qui était déjà utilisé pour les patients avec des déficits, mais aussi des essais de capture de ROS, et voilà principalement. Et puis toutes les thérapeutiques au niveau du complément, l'avacopan qui est déjà validé pour les vascularités en cas, qui est en essai pour les IgA et le C3, et d'autres thérapeutiques qui ciblent le C3, le C5, le facteur B, facteur D, qui sont en cours d'essai. On a plusieurs essais aussi de phase 2 sur tout ce qui est TRPC5 et TRPC6, avec une efficacité de la diminution de la protéinurie chez les patients, la voie des interleukines et de l'interféron qui est aussi en essai, et les inhibiteurs de la voie de l'endothéline qui sont toutes les deux en phase 2, avec même une des deux molécules qui est l'esparsentan, qui a été approuvée par le FDA en 2023 et qui ont montré des bonnes efficacités de baisse de protéinurie chez les patients. Donc, beaucoup d'espoir dans les podocytopathies. Pour ce qui est de ApoL1, donc remercie Olivia pour sa diapositive. Vous le savez, l'ApoL1, le fait d'être porteur de deux variants à l'état homozygote ou hétérozygote composite, favorise l'apparition et la sévérité de certaines maladies rénales chez les patients qui restent corticosensibles. C'est au départ plus présent chez des patients d'origine d'Afrique de l'Ouest, avec au départ un avantage par rapport à la maladie du sommeil, où en fait d'être porteur de ces variants permettait de créer des pores dans le trypanosoma, et probablement c'est un des mécanismes qui explique aussi la podocytopathie, cette création de pores. Voilà. Donc, l'inaxaplin est actuellement une petite molécule qui avait été montrée comme efficace chez les patients, enfin d'abord chez les souris porteuses de deux variants. Et puis actuellement, il y a une étude de phase 2 Vertex qui a montré une efficacité de la baisse de la protéinurie chez ces patients, avec une diminution de 47,6% de la protéinurie à 13 semaines. Et quand on reprenait en fait dans une partie off traitement de l'étude, on voyait que même si ça remontait, on avait une baisse qui restait quand même à 30% de la protéinurie initiale plusieurs semaines après l'arrêt du traitement. C'est un traitement qui est bien toléré et donc c'est probablement une des premières molécules qui cible spécifiquement le canal ApoL1 qui va être développé dans ces podocytopathies. Donc c'est après l'ubiquinone, le premier traitement un peu spécifique des podocytopathies. Pour ce qui est de toutes les autres choses, donc vous savez que chez les adultes, hein, on est sur l'autoroute des découvertes des traitements des néphroprotections. En pédiatrie, on suit difficilement, on n'a pas vraiment de nouveautés. La finérénone qui est en essai chez l'enfant ne sera pas financée dans les prochaines années, donc voilà. Et par contre, la dapagliflozine qui est utilisée couramment chez l'adulte et aussi d'ailleurs chez l'enfant dans les maladies rénales chroniques, a montré des efficacités dans plusieurs maladies rares, dont dans le syndrome de Fanconi-Bickel, où il avait déjà été montré que les souris knockout pour GLUT2 exposées à une faible concentration de glucose avaient moins d'atteinte tubulaire. Et en donnant le dapagliflozine à ces souris, on retrouvait la même chose avec moins d'acidose, moins de phosphaturie. Et un patient a été traité avec une amélioration du profil sérologique. Donc ça, je l'ai appris en écoutant la conférence de Toulouse. Donc je remercie. Voilà. De manière analogue, finalement, la diète, le régime cétogène chez les souris atteintes de cystinose et les rats, dans une moindre mesure, a montré une efficacité à la fois sur le côté
tubulaire de ces souris, mais aussi sur le profil histologique des souris qui n'étaient pas traitées par cystéamine. Donc, un petit espoir aussi d'efficacité dans des thérapeutiques alternatives. Pour les patients qui sont atteints de syndrome de Bardet-Biedl, on a la 7-mélanotine qui est maintenant l'AMM chez nos patients. Donc, ça ne traite pas à proprement parler le rein, mais l'obésité de ces patients, qui est quand même un problème majeur dans leur qualité de vie. Donc, ce traitement, il avait déjà l'AMM dans les atteintes euh, d'obésité monogénique avec une grosse efficacité sur les obésités avec des anomalies de la voie de la leptine. Probablement au niveau du BBS, en fait, ça permet de corriger un peu la déficience d'activation qu'ont les patients dans les POMC neurones. Toujours est-il que ça a montré une efficacité dans des petites cohortes de patients adultes et pédiatriques sur le BMI, bien que ce soit bien moins spectaculaire que dans les obésités monogéniques. Et aussi au niveau de la qualité de vie et de la sensation de faim de ces patients. La courbe en gris, c'est les patients traités par placebo, puis par le 7-mélanotide, pardon. Et la courbe en bleu, c'est les patients traités directement par la molécule. Et comme vous pouvez le voir, la sensation de faim, elle, diminue efficacement. Enfin, donc cette étude qui a été coordonnée par Necker et qui a impliqué de nombreuses personnes de la SNP, où l'équipe de Necker a pu décrire un nouveau syndrome qui est l'apparition du TINU post-Covid, un peu comme on avait les PIMS post-Covid. On a vu apparaître un pic de fréquence après le Covid de TINU chez nos patients, donc de néphrite tubulo-interstitielle avec uveites. Et l'équipe de Necker a pu démontrer finalement que c'était un profil sérologique. Donc, ils ont fait des études sérologiques, ELISA Spot, et de l'analyse histologique directement au niveau de biopsie rénale chez deux patients. Et ils ont pu identifier un profil sérologique particulier de ces enfants qui faisaient un TINU par rapport aux patients qui avaient un PIMS ou par rapport aux patients qui avaient un TINU post-anti-inflammatoire avec des patients qui développaient une réponse anti-nucléoside positive, mais pas d'anti-spike, et ils ont pu faire l'hypothèse d'une mimicrie probable qui était à l'origine de ces TINU. L'autre étude qui est aussi française est celle qui a été menée sur l'impact du traitement par l'éculizumab dans les SHU non sévères d'emblée, mais, mais SHU Aztec identifiés. C'est une étude qui a été faite dans 18 hôpitaux de la SNP entre juillet 2015 et juin 2018, dont les résultats sont sortis en 2023. Donc sur 100 patients dont 50 étaient traités par placebo et 50 par 4 injections successives d'éculizumab. On avait comme critère principal de l'étude le recours à une technique de suppléance rénale à 48 heures. Il n'y avait pas de différence entre les patients qui avaient été traités précocement par l'éculizumab et les autres. Pas de différence non plus sur le plan hématologique ni sur le plan des atteintes extrarénales de type neurologique. La seule différence qu'ils ont pu identifier, mais avec certainement des limites dans la validité pour le moment de cette étude, c'est les séquelles rénales à 1 an, avec moins de séquelles rénales chez les patients traités par eculizumab. Mais cette analyse est certainement encore un peu précoce. Enfin, pour finir, donc vous avez vu, il y a de nombreuses avancées dans tout ce qui est traitement spécifique, où on espère qu'on arrivera à passer de la souris à l'homme ou de l'organoïde à l'homme, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a aussi des avancées dans le domaine de la transplantation rénale. On a tous vu cette étude sur la xénotransplantation qui a été faite, où il y a 2 reins de cochons qui ont été transplantés à des patients qui étaient en état de mort encéphalique, avec une étude très poussée par des biopsies de la greffe, par des études immunohistologiques complexes qui permettent de mettre en évidence certains facteurs impliqués dans le risque de rejet humoral de ces xénotransplantations. Donc, on aura certainement beaucoup de réponses dans les prochaines années. Je vous remercie de votre attention. Bonjour. Donc j'ai intitulé ma présentation miscellanée parce qu'il fallait que
essayer de trouver une ligne directrice. Alors, je m'excuse par avance auprès de tous ceux dont je ne citerai pas les travaux. Voilà, j'en cite pas mal de gens qui sont ici, mais c'était difficile dans le temps qui m'est imparti. Et surtout, on vient de me dire qu'il fallait que je finisse vite, donc je vais essayer d'aller vite. Donc, ma déclaration de lien d'intérêt, je ne pense pas que j'en ai avec cette présentation. En dehors d'aimer les pommes, mais bon, ça, c'est un autre problème. Voilà. Alors, j'ai commencé par ces outils. Alors, j'ai fait un choix qui est peut-être un peu radical, que vous n'allez pas forcément comprendre, mais que j'ai essayé de vous expliquer, qui est de vous présenter des outils technologiques essentiellement, parce que je pense que l'année 2023 et 2024 a été importante pour montrer que ces outils sont utiles en néphrologie. Alors, le premier, c'est ce papier que vous avez certainement vu, c'est Nature de l'été dernier, qui a fait un atlas des cellules rénales, et c'est quelque chose d'excessivement important, puisque grâce à ça, on peut détailler l'ensemble des différents types cellulaires du rein. Ça fait une cinquantaine de types cellulaires. Et quand on parle d'adressage avec des vecteurs, c'est quelque chose de très important de savoir ce qu'on va vraiment pouvoir adresser et pas adresser. Hein. Donc, c'est un papier qui est excessivement important. Alors, je ne sais pas si un... J'ai essayé de mettre un pointeur. Voilà. Ah, il y en a un? Super. Voilà, alors, il y a toute une partie qui est des choses assez classiques, qui est du single cell ou du single nucléi. Hein, donc, vous voyez, avec deux approches méthodologiques et puis un petit peu d'attaque. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'attaque, ça permet de savoir si la chromatine est ouverte ou pas, savoir si elle est accessible ou pas. Et puis, le reste, c'est de la transcriptomique. Et vous voyez, vous avez ces jolies images avec tous les types cellulaires qui sont là en fonction de différents types. Et puis, ce qu'il y a très impressionnant dans ce papier, c'est qu'ils ont fait de la transcriptomique spatiale, et c'est ça qui est vraiment l'apport essentiel du papier, c'est la combinaison des deux, du single cell plus de la transcriptomique spatiale, avec deux approches essentiellement. Alors, un truc que vous connaissez probablement tous, qui est le Visium, hein, qui est cet aspect ici, et puis quelque chose qui est beaucoup plus joli, qui est le Slide Sec 2, qui est vraiment quelque chose de particulièrement beau, comme vous allez le voir. Alors, hop, si ça avance, alors ça, maintenant du coup, ça ne veut plus avancer. Hop, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on regarde? Alors, vous voyez, hein, là, vous avez un néphron que vous connaissez, et vous voyez à la sauce single cell, ben, vous voyez qu'il est coupé en tout petits morceaux, donc une cinquantaine de types cellulaires. Et donc, vous voyez, par exemple, ici, toutes les cellules épithéliales, et il voit un nombre pas possible de cellules épithéliales différentes, avec le néphron qui est vraiment coupé en petites tranches maintenant, hein, avec plusieurs types au niveau du proximal, plusieurs types au niveau de la branche de Henle, etc., etc. Des cellules que j'adore, qui sont les cellules endothéliales. Et vous voyez, il y a 7 types de cellules endothéliales différentes. Hein. Donc, c'est un organe qui est excessivement riche en cellules endothéliales particulières. Et puis, des cellules immunologiques, des cellules stromales. Et vous voyez qu'ils ont fait quelque chose d'assez joli. Hein. C'est en fonction de l'état altéré ou pas, en fonction des régions. Et vous voyez les différentes régions qu'ils regardent. Et puis, en slide, alors, et ici, c'est ce que j'aime beaucoup, hein, c'est le slide sec. Donc là, c'est vraiment de la transcriptomique spatiale. On regarde l'expression des gènes au niveau cellulaire. Le slide sec, c'est échelon cellulaire, hein, c'est 10 microns la résolution. Hein, donc là, vous êtes quasiment à l'échelon cellulaire et vous voyez les différents types cellulaires sur une coupe, donc qui va du cortex jusqu'à la médullaire interne. Et vous voyez tous les types cellulaires qu'il y a qui sont là. Et donc, vous voyez bien dans le cortex, ben, il y a toutes les cellules auxquelles on s'attend à trouver, etc. Et puis, vous voyez, par exemple, si vous regardez l'expression de NKCC2 qu'avec cette technique, ben, vous le voyez là où vous l'attendez, en gros dans le cortex, c'est un petit peu à la jonction médulaire externe, médulaire interne, et UT1, par exemple, qui est en vert ici, vous voyez plutôt au niveau de l'interne. Donc, vous voyez quand même une technique très robuste. Alors, un peu moins de résolution, c'est le Visium, mais vous voyez que ça reste quand même assez impressionnant de voir les différentes. Alors, vous voyez, par exemple, le pattern d'expression des podocytes, ben, vous le voyez bien dans le cortex, en petites boules comme ça, comme vous attendriez à avoir des glomérules. Hein, donc, vous voyez, c'est quand même assez impressionnant, une manière de revoir l'histologie rénale qui est assez bouleversante à mon sens et qui va apporter quand même des avancées majeures pour notre compréhension. Et comment on peut l'appliquer, ça? Et dans ce papier, il y avait un exemple en prenant un profil particulier de la branche ascendante large de Henle, hein, donc le TAL. Et vous voyez ici, donc vous avez ici l'état de référence du TAL.
avec ce set de gènes qui est là. Et puis, quand il y a une agression, puisqu'il y avait des tissus pathologiques dans ça, et vous voyez qu'il y a différents profils d'expression en fonction d'une atteinte précoce, une atteinte tardive, et puis entre les deux. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, il montre que ça marche assez bien. Hein, vous voyez, par exemple, donc le altéré tal, il est ici. Donc, vous voyez, ici, c'est une branche ascendante de Henle altérée, une normale. Et vous voyez quand même des sets de gènes qui sont très différents. Et quand on a réduit ce set de gènes, et ben, en fait, on peut aller récupérer des biopsies. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont utilisé la base Neptune. Alors, je pense que vous savez ce que c'est Neptune. Hein, c'est que des syndromes néphrotiques, donc c'est quand même globalement que des maladies rares. Donc c'est une application directe aux maladies rares. Ils ont récupéré les biopsies, ils ont fait du RNA sec dessus, et puis ils sont allés appliquer sur le risque de faire un MAKE, donc soit insuffisance rénale chronique terminale, soit réduction de 40% du DFG. Et en utilisant leur marqueur de TAL, vous voyez qu'ils arrivent à une superbe discrimination. Et ça, c'est à ajuster sur les facteurs de risque. Donc, vous voyez, ça semble marcher assez bien. Et ça, c'est du bulk RNA sec. Hein, mais on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas fait le single d'Akbor. Hein, voilà. Donc, c'est très, très, très joli comme travail et c'est particulièrement intéressant et probablement ces nouveaux outils en termes de prédiction dans des maladies rares ou dans des maladies fréquentes seront probablement très utiles. Alors, ça, quoi ça peut servir? Vous avez cet autre papier, donc c'est un Nature Genetics du groupe de Pennsylvanie. Donc là, ils ont fait la même chose un petit peu, hein, d'abord du single, etc. Et puis après, ils sont repartis sur des biopsies sur du bulk. Alors, ils ont pris des biopsies qu'ils avaient avec des données histologiques, ils ont tout mis ensemble. De l'importance quand même hein, d'avoir des bonnes bases de données. Encore une fois, on revient toujours à la même chose. Et donc, vous avez ces patients qui sont là, donc des patients insuffisants rénaux, X ou Y, peu importe. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont des maladies rénales rares là-dedans. Et puis, ils avaient fait une signature en single qui est une signature pro-fibrosante. Et en bulk, ils sont retournés et ils les ont reclassés. Mais, et là, c'est le classement en fonction que de la signature. Et vous voyez, ce qui est très joli, c'est que la signature, elle distingue bien les patients les plus sévères des patients les moins sévères. Hein, voilà. Donc, vous avez ici avec des différences, en particulier en termes de quantité de fibres. Alors, vous me dites, c'est bien gentil, ça, mais pas besoin d'aller faire quelque chose d'aussi compliqué pour voir un peu de fibrose et voir qu'ils ont une protéinurie et qu'ils vont avancer en dialyse. Alors, ils ont fait quelque chose. Alors, et vous voyez, alors, ça marche bien, ça prédit assez bien leur truc, hein, mais c'est ce que je vous dis. Finalement, ils avaient un DFG plus bas, probablement un peu plus de protéinurie qu'on n'a pas ici, et donc c'est probablement pas très bon. Alors, ils ont fait quelque chose de plus intéressant. Ils sont allés sur une cohorte de 245 patients chez qui il y avait peu de fibrose. Il y avait moins de 10% de fibrose sur la biopsie. D'accord? Et ils ont reclassé encore ces patients avec leur score, donc le score le plus sévère. Et là, vous voyez que si vous regardez là, vous ne regardez pas cette ligne-là, parce que ça, c'est triché, parce que c'est ce qui s'est passé, hein, donc forcément, voilà. Mais si vous regardez là, au départ, ils sont identiques, et en termes de fibrose, ils sont identiques. D'accord? Et par contre, quand vous refaites ça, vous voyez que ce groupe-là, qui est complètement indistinguable histologiquement, hein, puisque vous voyez, l'anatomopathologie, il n'arrive pas à les distinguer. Vous voyez que celui-ci, clairement, il a un pronostic bien plus mauvais. Et pourquoi ça, c'est important? C'est important parce qu'on va pouvoir designer des meilleurs essais en identifiant des patients à très haut risque de progression qui bénéficieront beaucoup plus vite du traitement, ce qui ne veut pas dire que ceux-là ne pourraient pas en bénéficier, mais eux, ils vont en bénéficier vraiment, puisque vous voyez, c'est des dégradations dans les 2 ans, en gros. Hein. Ceux qui devaient dégrader ont dégradé très rapidement. Et donc, vous voyez, ces outils sont particulièrement intéressants et probablement vont complètement changer la manière dont on va designer les essais thérapeutiques à l'avenir, avec des outils finalement qui sont relativement accessibles à l'heure actuelle, hein, puisque c'est du bulk RNA sec sur des biopsies standards. Hein, rien d'extraordinaire finalement. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la problématique du dimorphisme sexuel en néphrologie. Et là, ça me donne l'occasion de vous présenter une technique, le DRNA IBIS. Alors ça, c'est super joli, puisque en fait, c'est un peu de l'in situ, hein, c'est une technique d'hybridation in situ, mais quasiment à l'échelon cellulaire. Hein. Alors, je ne vais pas rentrer dans la méthodologie. Alors, vous voyez, ce qui est pareil entre les mâles et les femelles, ça chez la souris, alors il y a des gènes qui sont exactement pareils, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a des gènes qui sont très différents. Voilà. Ça, c'est des souris normales. Hein. Et ça, c'est important parce que vous voyez, par exemple, là, vous avez les femelles et les mâles. Par exemple, vous prenez ABCC3, ben, il y en a plein chez la souris femelle, il n'y en a pas chez le mâle. Vous prenez des CYP, ben, il n'y en a pas chez la femelle, il y en a plein chez. Et là, on ne peut pas dire que le rein, c'est la même chose. Là.
Voilà. Et c'est pour ça que c'est important quand on nous dit il faut réduire le nombre de souris dans vos trucs, pourquoi vous mettez des mâles et des femelles, mettez que des mâles. Non, il faut aussi mettre des femelles dans les essais précliniques parce que sinon on ne sait pas ce qu'on regarde, hein, parce que c'est différent en termes d'expression des gènes et aussi en termes d'expression des protéines. Et puis, si vous l'avez raté, je peux que vous conseiller cette remarquable revue sur le dimorphisme sexuel, hein, qui est un sujet qui est vraiment, vraiment très important en néphrologie. Alors, il n'y a pas que la transcriptomique, puisqu'on peut faire de la métabolomique single cell, et ça, c'est un papier de Cell Metabolism de cette année, un papier de l'équipe de Humphrey, qui est magnifique, hein. Je peux que vous en conseiller la lecture, c'est assez impressionnant. Donc, ils ont fait ce dont je vous ai parlé, du RNA, du ATAC, ça, vous avez compris. Et puis, ils ont fait du MALDI unicellulaire, hein. Donc, du MALDI unicellulaire, c'est un boulot pas possible, hein. C'est technologiquement, c'est magnifique, hein. C'est un laser qui va allumer des petits groupes de donc 10 microns par 10 microns et on récupère les métabolites comme ça et après on les analyse en LCMS. Donc, c'est un boulot technologiquement fantastique et ça leur permet d'avoir une carte du rein. Alors après, derrière, ils ont fait une application Python qu'il y a ici, et donc ils arrivent à faire exactement la même chose en métabolomique. Donc, c'est un truc qui est, là, on est encore dans une étape au-delà, c'est-à-dire qu'est-ce que la cellule produit. Et avec ça, on arrive à reconnaître un certain type de cellules. Et ce qu'il y a d'assez joli, c'est qu'ils arrivent à combiner avec le single cell RNA-seq pour montrer que ça fonctionne. Vous voyez. Donc, c'est particulièrement élégant. Et ça, c'est que des images de Maldi. Alors là, vous avez l'histologie classique, ici vous avez le Maldi, et vous voyez les différences. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas le temps. Et là, ils ont combiné avec leurs données de single cell et ça corrèle, c'est excessivement joli, hein, voilà, c'est vraiment un papier splendide. Alors, le DSP, c'est quoi? Vous connaissez tous le DSP, la délégation de service public, bien évidemment. Mais ici, c'est pas ça en fait, hein. Ici, c'est le Digital Spatial Profiling. Là aussi, c'est de la technologie, mais c'est une technologie particulièrement jolie. Ceux qui n'aiment pas faire de la microdissection laser de glomérules, il faut qu'ils utilisent ça, hein. Alors, c'est un papier, c'est un GCI Insight. Alors, c'est une techno. C'est vous faites agir des ARN que vous reconnaissez, que vous avez codés sur des coupes ici, des types cellulaires que vous reconnaissez avec des anticorps, et puis après, vous le passez dans la machine, et puis après, vous libérez ce qui a été collé avec des UV sur les zones qui vous intéressent. Et comme ça, vous récupérez ça et vous avez un profil d'expression des gènes qui est à l'échelon d'une cellule. Et donc là, ils sont intéressés aux glomérules, hein. Alors, vous voyez, ils ont fait 3 alportes, 2 hyalino-segmentaires et focales et 2 extramembraneuses. Et vous voyez qu'ils arrivent à montrer des différences. Alors là, je vous ai mis les résultats de l'Alporte et vous voyez qu'il y a clairement des différences dans leur méthodo. Et en fait, ils montrent que ça marche bien, qu'ils arrivent à retrouver ce qu'on avait retrouvé dans l'Alporte. Et donc, c'est une méthodologie qui marche. Et c'est particulièrement intéressant, je pense, sur certaines coupes, quand on n'a pas de la microdissection laser, on fait tout dans un seul temps. C'est une technologie assez intéressante, à mon avis, qui devrait passer à un autre échelon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la techno appliquée? Et ça, c'est un papier qui, à mon avis, montre la voie de l'utilisation de certains modèles murins. Donc, ça a été publié dans PNAS cette année. Donc, c'est un modèle de souris KO et ils ont fait du single nucleus à différents moments de la vie de l'augmentation du volume rénal, hein. Et donc, en pratique, qu'est-ce qu'il y a? C'est hyper intéressant. C'est-à-dire que vous voyez, alors là, c'est dans le tube collecteur, et vous voyez qu'au début, au début de la polykystose, le pattern de gène qui est surexprimé est complètement différent du pattern de gène après. Et c'est important, pourquoi? Parce que là, quand vous regardez les gènes qui sont dérégulés, il y a beaucoup de gènes de métabolisme. Hein, vous allez voir l'importance que ça a avec ce que je vous dis. Et vous voyez ici, là, qu'on est beaucoup plus dans une problématique inflammatoire, etc. Et probablement, on ne va pas pouvoir traiter, si on pense que ça c'est vrai chez l'homme aussi, mais on ne pourra jamais l'avoir, on ne pourra pas traiter la polykystose au début de la même façon que dans les formes avancées de la maladie, hein. Là, beaucoup plus inflammatoire, là, beaucoup plus métabolique, hein. Et donc, ça ouvre des voies de réflexion sur des approches thérapeutiques qui sont assez intéressantes. Et donc, pour en finir avec la techno, ce papier-là, alors là, dans la polykystose récessive, donc c'est un papier, alors eux, ils sont compliqués, hein, puisqu'ils ont fait des organoïdes, mais comme ils trouvaient que les organoïdes n'étaient pas assez bien, ils n'étaient
pas assez vascularisés, ils les ont xénogreffés. Hein, donc c'est assez bizarre, hein, c'est-à-dire que c'est le pire des deux mondes ou le meilleur des deux mondes, hein, souris plus organoïde, voilà. Et ils ont fait du travail là-dessus et ce qu'ils ont pu montrer, c'est que dans la polykystose récessive, c'était une maladie, il y avait un défaut d'autophagie qu'ils étaient capables de régler soit en faisant disparaître le cil primaire ici, soit en stimulant ATG5 et non, soit oui, et soit en restituant l'expression de PKD1. Donc voilà, donc c'est un papier qui montre qu'on peut utiliser l'organoïde pour aller faire avancer sur la compréhension. Alors, comme je commence à parler de polykystose, vous l'avez sûrement vu passer, il y a la Cochrane qui est sortie cette année, hein, donc la revue, la mise à jour presque 10 ans plus tard de ce qu'il y avait. Alors je vous l'ai mis en français, donc c'est les interventions visant à prévenir la progression de la polykystose rénale autosomique dominante. Et ils ont étudié 57 études, 8000 participants quand même, c'est pas mal. Hein, ça montre que dans une maladie rare, même si elle est assez fréquente, on peut faire quand même des essais. Ils ont exploré 18 interventions pharmacologiques, elles sont toutes là. Hein, voilà, il n'y a pas de problème. Et la conclusion, qui reste assez déprimante, c'est que le tolvaptan est la seule intervention thérapeutique qui a montré sa capacité à ralentir la progression de la maladie, évaluée par le DFG et le changement de Wimren. Donc, on est toujours avec le tolvaptan que les néphrologues détestent prescrire dans leur immense majorité, à mon grand désespoir. Je ne comprendrai jamais pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, ça veut dire que dans cette maladie qui est quand même fréquente, qui a un vrai problème, vraiment un vrai problème, il faut des approches thérapeutiques. Et alors, c'est pas ça qui manque depuis 2 ans. Il y a un nombre de papiers pas possible, je vous en ai mis quelques-uns. Alors, un qui est particulièrement cher à mon cœur parce que ça me rappelle ma jeunesse, c'est le fait de montrer que inhiber l'amplification des centrosomes, ça ralentit la croissance kystique, ça prévient la dégradation de la fonction rénale. Donc, je suis assez heureux de voir ce papier arriver parce que c'est ce qu'on avait pensé il y a quelques années. Et voilà. Et donc, c'est assez joli. Hein. C'est comme vous le savez, il y a une amplification du nombre de centrosomes dans l'épithélium des cellules kystiques. Et quand on l'inhibe, c'est probablement pro-inflammatoire. Ça favorise la croissance. Et quand on les inhibe, eh ben, on ralentit cette dégradation. Après, il y a ce papier-là sur la matrice en jouant sur Adam TS1 ici, donc un modèle classique. Alors, ça part toujours du même modèle, hein, c'est-à-dire que c'est toujours des souris PKD1 KO inductibles. Voilà. Un papier, alors, une vieille histoire, hein, et là, les vieilles idées, on les recycle toujours. C'est un papier de Steve Somlo sur l'apoptose. Et là, il induit l'apoptose dans ses reins polykystiques. Et vous voyez avec son médicament, la 11-bêta-dichloro. Donc, ça vraiment, ça un inducteur d'apoptose bien connu, ça a été testé en oncologie. Vous voyez, chez la souris, ça marche assez bien, ça marche aussi sur sa fonction rénale. Et quand il rajoute de la vitamine E, donc quelque chose qui est anti-apoptotique, ben, il corrige son effet. Hein, donc peut-être que ce n'est pas toujours bon de prendre des antioxydants quand on a une polykystose, mais ça, c'est un autre sujet. Et puis, celui-là, si vous avez envie, vous pouvez le faire maintenant. Hein, parce que les molécules, vous les avez. Il va falloir un petit peu discuter avec votre pharmacie. Puis il faut avoir un peu de courage, à mon avis. Hein. Donc, c'est un papier Inducia Insight. Alors, eux, ils n'ont pas eu peur, ils ont fait de l'immunothérapie. Et ce qui montre, c'est que bloquer PDL1 et bloquer en même temps 7LA4, ben, ça ralentit la croissance kystique et ça prévient la dégradation de la fonction rénale. Papier très impressionnant, parce que ça pose plein de questions quand même hein, sur le côté immunologique dans cette maladie. Et donc, c'est assez intéressant. Alors, d'autres traitements, l'adénosine, hein, donc quand on antagonise P2YR, qui est un des récepteurs de l'adénosine, ben, on ralentit la croissance kystique. Ça aussi, il y avait des vieux papiers qui le montraient, mais là, c'est reconfirmé. Un papier amusant sur la modulation de l'inflammation par des injections d'interleukine 37, ça marche aussi dans ce modèle-là. Sinon, ça n'aurait pas été publié. Le blocage de la voie de l'interféron, de la voie STING, qui finalement à la fin va à l'interféron, qui fonctionne aussi. Et puis ici, on fait un petit peu joujou avec l'horloge des cellules en bloquant DNMT1, et là aussi ça marche. Et puis la dernière, pour la route, Nature Communication. Alors eux, ça c'est un papier où clairement ça a été montré, la surexpression de GLIS, c'est clairement dans un single cell RNA-seq, et ils inhibent GLIS2, et ça marche ils peuvent l'inhiber de n'importe quelle façon, ça fonctionne. Voilà, vous le voyez ici, et ça marche sur la fonction rénale aussi. Donc, vous voyez, plein d'idées. Et puis, il y en a encore, vous inquiétez pas.
là, c'est le groupe de Weims. Et là, alors là, c'est diète cétogénique où on leur apporte du bêta-hydroxybutyrate. Hein, et ça, ce qu'ils montrent dans ce modèle-là, alors donc ils font soit du jeûne, soit du bêta-hydroxybutyrate. Et en fait, ça marche exactement de la même façon sur leur modèle murin. Et ça va inhiber ce à quoi à peu près on s'attend et activer ce à peu près à quoi on s'attend. Je ne suis pas toujours convaincu qu'activer NRF2 dans les maladies rénales soit une bonne idée, mais c'est un autre sujet. Vous avez ce magnifique papier de l'équipe de Boletta sur. Alors, comme vous le savez, l'équipe de Boletta, elle s'intéresse depuis longtemps à l'effet Warburg dans les cellules kystiques. Et donc, elle a montré que de bloquer la glycolyse, ça marchait. Et là, elle rajoute quelque chose. Elle inhibe la glutaminolyse. Hein, puisqu'il y a une activation de l'utilisation de la glutamine dans cet épithélium kystique. Et ce qu'elle montre, c'est quand elle combine les deux, alors là, vraiment, ils n'ont quasiment plus de kystes. C'est un papier assez intéressant. Et je pense que c'est important, ce que je vous avais dit avant, sur le fait que ce côté métabolique, c'est surtout au début de la maladie et pas tellement à la fin. Hein, et on peut imaginer peut-être que ce type d'approche sera intéressant là. Et puis, comme je vous avais dit qu'il n'y avait que le tolvaptan qui marchait, il y a des gens qui ont fait un tolvaptan un petit peu plus cher, maintenant qu'il est génériqué, qui est l'utilisation de nanoparticules de mélanine. Et donc, ils ont montré que, alors, leur idée, c'est que ça allait bloquer le stress ox, alors ce qui est vrai, mais surtout ce qui montre, c'est que leur mélanine, pardon, nanoporée, en fait, va se fixer sur Krebs, et finalement, c'est que jamais aller bloquer la voie de la MP cyclique. Ah, voilà. Et ça marche, ce qui tombe bien puisqu'on l'utilise. Et donc peut-être une nouvelle façon, mais peut-être plus générale, d'aller bloquer cette voie-là. Alors, chez l'homme, vous avez les résultats dans une lettre de AJKD, c'est halt 10 ans plus tard, ben, c'est une grande déception, hein, puisque l'idée, c'est que quand on traite bien l'hypertension artérielle, on peut avoir un effet sur le long terme. Et là, pour le coup, ça ne marche pas du tout. Hein. Il n'y a pas du tout d'effet sur le ralentissement de la progression. Donc, le contrôle ultra strict ou le double blocage n'apporte aucun bénéfice à plus de 10 ans. Vous avez ce très joli papier qui est de kiné international de l'équipe de Rouen qui s'intéresse à la complication vasculaire et qui montre que l'activation de la voie des récepteurs à la dopamine améliore la dysfonction endothéliale de ces animaux. Et ça, c'est quelque chose d'important hein, parce que c'est quand même des patients qui ont une pathologie vasculaire et donc probablement cette approche pourrait être intéressante. Et puis, une étude de faisabilité chez l'homme, cette fois-ci, de la diète cétogénique, dans ce journal, Cell Report Medicine, où ils font une étude de faisabilité, je crois, chez une soixantaine de patients, et où ils montrent que ça, c'est faisable. Hein, voilà, donc on devrait avoir ça arrivé. Alors le diagnostic moléculaire, alors je ne vais pas en parler parce que je pense qu'on en parlera cet après-midi. Euh, IFT 140, je pense que c'est quand même la nouvelle star dans la forme dominante de la polykystose. On a vu arriver les IFT 140 monogéniques. Et surtout, j'ai bien aimé ce papier-là, hein, qui est un KIR. Ils se sont intéressés à des patients sans kyste et ils ont regardé ce que ça donnait. Hein, donc des patients qui ont clairement une polykystose, mais dont les parents n'ont pas de kyste. Et ils ont regardé ce qu'ils retrouvaient. Ils retrouvaient un peu de PKD1, un peu de PKD2 et après de l'IFT 140. Et surtout, pas de variant chez presque 40% des gens. Ça veut dire qu'il y a encore énormément de place là. Et là, on peut se poser la question s'il ne faudrait pas aller regarder directement en RNA dans les urines pour voir s'il n'y a pas un petit peu de mosaïcisme au niveau rénal, etc. Mais ça pose plein de questions intéressantes. Et puis, le phénotype IFT 140, il a été publié cette année sur une grosse cohorte, 203 patients. Donc, c'est à rebours, on reprend des patients qui ont eu des exomes, et puis on regarde ce qu'ils avaient. Et vous voyez que IFT 140, c'est une maladie globalement pas trop sévère. Il y a quand même quelques patients qui arrivent au stade 5 et à l'insuffisance rénale chronique terminale. Donc vous voyez que c'est probablement une maladie pas si bénigne que ça, malgré tout, mais dans de très rares cas. Un exemple d'IPAC, je pense que c'est à suivre si vous voulez faire des papiers à peu près tous les 3 à 4 mois dans des bons journaux de néphrologie. Donc, vous avez la validation de la classification de la Mayo où ils montrent que c'est un super bon outil. Ça marche très, très bien dans leur étude. Vous voyez là, le prédictif l'observe. Alors, si vous êtes du E, c'est quasi parfait. Par contre, après, c'est un petit peu moins bon en termes de perte de DFG. Voilà. Et en termes de développement d'insuffisance rénale,
ici, pour le E, c'est bon. Après, pour les autres, c'est quand même un peu moins bon. Mais voilà, il montre plein de choses. C'est vraiment un papier qui valide cette classification. La PGE2 dans les urines, un prédicteur de dégradation de la fonction rénale. Donc, ils ont publié ça. Je vous rappelle que ça les intéresse énormément parce que comme ils veulent donner des thiazidiques à ces patients, c'est hyper important de vérifier que ça. Alors, ça pose quelques questions parce que comme les thiazides font monter PGE2 dans les urines, c'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, ça va poser des questions. Alors, comme je viens d'une ville où on adore les vésicules extracellulaires, je ne pouvais pas rater celui-là, qui est l'expression de MPP7 dans les extracellulaires, dans les urines, qui sont associés à la dégradation de la fonction rénale. Vous avez ça vous pouvez le faire facilement, c'est le wasting du phosphate qui est associé à la dégradation de la fonction rénale. Et puis là, je ne me souviens plus, c'est la quantité de bêta-hydroxy de cétone dans le sang qui est associée. Voilà. Donc ça, et puis ce papier-là, alors c'est un petit papier, mais un papier ultra important en fait, pour vous rappeler juste que c'est des patients qui ont un autre problème que la dégradation de la fonction rénale, qui est la douleur. Hein. Et la douleur, elle est fréquente. C'est une étude américaine, c'est plus de 1000 patients à différents stades. Et vous voyez leur niveau de douleur, et vous voyez qu'il y en a qui ont des douleurs quotidiennement qui sont aiguës pour un certain nombre d'entre eux, et ils ont souvent des douleurs sourdes qui sont présentes. Et vous voyez l'impact de ces douleurs sur leur sommeil, et on ne peut pas dire que c'est négligeable. Donc vraiment, c'est un outcome qui est négligé dans les essais polykystoses, mais à mon avis, pour les patients, c'est un outcome majeur, la douleur, et ça mériterait qu'on s'y intéresse. Alors, pour faire le lien avec ma partie suivante, j'ai trouvé un lien méditerranéen, ça tombe bien, je viens de Marseille, puisque c'est le côté phénotype kystique dans les syndromes d'Alport. Alors, vous voyez, il y a 2 papiers dans NDT à 1 mois d'intervalle par 2 groupes espagnols. Ça doit être bonne ambiance, l'équivalent d'Orchid en Espagne, hein, puisque c'est 2 groupes, quasiment les mêmes patients. Bon, ce qui montre, c'est que les syndromes d'Alport, plus ils sont vieux, plus ils ont une fonction rénale altérée, plus ils ont de kystes. Je ne suis pas sûr que ce soit une grande découverte, hein, voilà, mais bon, passons. Et puis là, c'est des Alport là aussi. Et ça, c'est un groupe italien qui montre à peu près la même chose. C'est que plus on a de l'insuffisance rénale, plus on a, et plus on est âgé, plus on a de kystes dans les reins. Alors, ajusté sur l'âge, c'est plus fréquent que dans l'IGA. Je ne suis pas sûr qu'on puisse conclure que le syndrome d'Alport soit une maladie kystique. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Alors, vive l'ARN, là aussi, je n'y reviendrai pas. Hein, je suis convaincu qu'étudier l'ARN, c'est hyper important. Un message optimiste pour réassurer les femmes enceintes qui ont des syndromes d'Alport, hein, ce kiné international, qui est franchement, en gros, vous pouvez leur dire que tout va bien. Elles peuvent être enceintes. Bon, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a quand même celles qui ont des chances d'avoir une maladie rénale, qui sont les Alport récessifs. Hein, elles ont quand même des enfants de plus petit poids, etc. Probablement parce qu'elles ont plus d'insuffisance rénale que les autres, hein, voilà, et plus d'hypertension. Hein. Mais effectivement, les autres, on peut être rassurant sur la possibilité d'avoir une grossesse. Alors, quelque chose de moins optimiste, alors c'est une approche qui fera plaisir à Laurent Ménard, qui est Genotype First. Donc, ils ont pris leur cohorte, c'est la Geisinger, ils font des exommes à tout le monde dans leur système de soins. Voilà, et ils regardent ce qu'ils ont. Donc, ils avaient 170 000 patients à qui ils ont fait des exommes, et ils ont retrouvé des patients qui avaient des variants dans le col 4 à 5. Et vous voyez ce qu'il y avait. Donc, chez les hommes, une pénétrance plus importante du phénotype maladie rénale que chez les femmes, ce qui n'est pas un scoop non plus. De l'insuffisance rénale plus fréquemment chez les hommes que chez les femmes. Mais le point important et qui est assez déprimant, c'est que chez seulement 47% de ces patients qui avaient une mutation de col 4 à 5 avaient eu une albuminurée. Hein, ce qui est quand même quelque part un peu angoissant. Et il n'y avait que 38% des patients et 16% des femmes qui étaient au courant qu'ils avaient une maladie rénale. Hein, donc ça pose des questions vraiment majeures sur comment on dépiste, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et comment on les diagnostique aussi. Et ça justifie pleinement une approche large au diagnostic moléculaire probablement. Alors, il y a eu un échec dans le terme en thérapeutique, hein, donc c'est l'essai EURA, donc ça a testé le ladémérisine en sous-cutané. Bon, pas grand suspense, bon, ça ne marche pas, voilà, c'est réglé. C'était un ASO anti-MIR 21. Bon, c'est un échec, voilà, on va oublier celui-ci. Alors, pour vous donner le moral, je vous ai mis un essai chez la souris du groupe de Munich, et vous l'avez tous vu certainement,
on fait de la néphroprotection maximale dans des souris Col4A3, et ben vous voyez, elles ont moins d'insuffisance rénale de façon claire, elles survivent plus longtemps, etc. Mais ça sous-entend, ce qui est intéressant dans ce papier, c'est que le double blocage, juste blocage du SRA plus inhibiteur de SGLT2, ça fait pas beaucoup mieux. Ça fait mieux sur la protéinurie, mais ça ne fait pas beaucoup mieux sur la fonction rénale. Et pour vraiment avoir un effet complet, il faut avoir la finérénone, que vous n'aurez pas en France, bien évidemment, avant une bonne dizaine d'années, je vous rassure. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez encourageant sur le fait qu'on peut aller plus loin. Alors, un peu de copinage. Alors là aussi, on va en parler cet après-midi, donc je ne reviens pas dessus, sur cette quête de comment identifier les variants MUC1, qui est un succès par les approches bioinformatiques. Forcément, un petit clin d'œil à Thomas Robert et à sa néphropathie cosmétique. Hein, voilà, quand on met des trucs sur les cheveux, il faut savoir ce qu'on met pour éviter d'avoir une insuffisance rénale aiguë. Voilà, donc ne vous défrisez pas les cheveux, c'est le message général. Voilà. Alors, utile, on vous l'a déjà montré, c'est la conférence de consensus et les recommandations pour la prise en charge de la sclérose tubéreuse de Bourneville, de l'atteinte rénale de la sclérose tubéreuse de Bourneville, qui sont particulièrement bien faites et intéressantes. Hein, et vous voyez, avec sclérose tubéreuse de Bourneville, un angiomyolipome, une hémorragie aiguë, ben, radio interventionnelle avant tout, et si on ne peut pas, la chirurgie. Et puis, s'il y a un risque de saignement, ben, on va aux inhibiteurs de mTOR précocement, et je pense que c'est une bonne stratégie. Et puis après, tout un parcours de soins. Un New England qui, à mon avis, cette fois-ci, n'est pas volé, c'est, vous l'avez forcément vu, c'est ApoL1 en Afrique. Et ça, vraiment, c'est un papier important, parce que c'est un papier qui montre que, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, d'être en fait monoallélique pour G1, mais surtout pour G2, c'est aussi associé à une augmentation du risque de maladie rénale. Donc, ce qui veut dire que ces patients hétérozygotes, ils sont à augmenter. Mais c'est surtout les G2. Hein. Soyons, pour être honnête, hein, il faut vraiment regarder les G2. Mais c'est quand même quelque chose qui est important. Alors, il y a une révolution qui est en marche sur le plan thérapeutique. C'est ça, c'est la chimère. Et la chimère, c'est quoi? Ben, c'est les CAR-T. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, alors je vous conseille ce papier de Science Translational Medicine, qui est l'utilisation des CAR-T dans les pathologies auto-immunes, qui sont des pathologies rénales rares pour un certain nombre d'entre elles. Et donc, les CAR-T, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est des T qu'on récupère et sur lesquels on fait exprimer un CAR, donc un récepteur modifié, qui est exprimé de façon constitutive et qui va reconnaître une cible. Alors, ça a été largement utilisé, ça a été validé dans les cancers hématologiques ici, avec deux cibles, CD19 ou BCMA. Ça commence à arriver en tumeurs solides, et là, c'est un petit peu plus compliqué, il faut un peu plus trafiquer les choses. Et puis, ça arrive dans les maladies auto-immunes, en particulier, on peut cibler CD19, BCMA, et évidemment, voilà. Et donc, comment ça marche? Alors ça, c'est quelque chose d'important. Hein. Vous avez deux types de CAR-T à l'heure actuelle. Vous avez les conventionnels où vous faites une aphérèse, vous récupérez les T, vous les transfectez avec un vecteur qui exprime le CAR, et après, vous réinjectez ça. Ce qu'il y a, c'est que là, vos cellules, elles vont rester, elles vont croître, surtout quand vous avez des tumeurs. Il va y avoir une explosion de la production des T, et donc vous allez avoir beaucoup de cellules, et donc ça va avoir un effet assez prolongé. Le problème ici, vous avez tous vu hein, les papiers du New England de problématiques de safety avec des risques chez certains patients de certains lymphomes T induits, de lymphome T, pardon. Et puis, donc, il y a des gens qui ont développé des CAR-T sans intégration. Hein. Alors, les CAR-T sans intégration, là, on injecte, on fait la même chose, on injecte que de l'ARN là. Et puis, alors là, par contre, il faut injecter tout de suite. Et le problème, c'est que vous avez un pic et puis après, ça descend. Et ça, l'efficacité n'est pas si évidente que ça dans les tumeurs. Par contre, c'est peut-être une stratégie très intéressante dans les maladies auto-immunes où on peut imaginer que d'avoir ce genre de choses pendant très longtemps n'est peut-être pas forcément très intéressant. Mais on peut en discuter. Et donc, les CAR-T, je vous ai mis un seul papier dans les maladies auto-immunes. C'est ce papier de cette petite ville allemande qui a gagné grande réputation. Donc, il y a un certain nombre de patients avec un lupus. Après, c'est que d'autres pathologies auto-immunes. Il y a de la sclérodermie et là, des myosites. Et vous voyez qu'en fait, après qu'on les a injectées, ben, elles sont off corticoïdes,
off immunosuppresseur. Et 1 an plus tard, il n'y a plus de protéinurie, il n'y a plus rien. Alors, chez patientes lupiques, c'est très impressionnant. Elles étaient toutes très protéinuriques. Ici, elles étaient toutes protéinuriques. Donc, ça marche assez bien. Juste une petite histoire de podocytopathie au milieu pour une patiente qui n'est pas très claire dans le papier. Et voilà, et en termes de safety, c'est plutôt rassurant. Donc, un message plutôt positif sur l'utilisation dans ces petites cohortes-là. Et puis, il y a encore une étape plus loin, c'est-à-dire qu'on est en train de recycler dans les maladies auto-immunes tout ce qu'on fait dans le myélome. Et dans le myélome, comme vous le savez, il y a les bispécifiques qui sont là. C'est donc comment on engage en fait, on fait se rapprocher, au lieu d'injecter des T modifiés, on fait se rejoindre, on met au contact de la cellule cible, ici qui exprime BCMA, un T et qui va être activé. Et donc, ça a été montré, donc ça a été publié dans le New England. Il y a 3 patients et ça montre un bénéfice, mais ce n'est pas des maladies rénales. Et puis, ce papier-là de celle de cette année, où là, on commence à rentrer dans des choses très, très compliquées. Donc, c'est du CAR-T, mais ça, on veut faire du CAR-T on the shelf, c'est-à-dire que là, actuellement, le CAR-T, vous êtes obligé de prélever votre patient, de le traiter, c'est très compliqué. Et l'idée, là, c'est de faire des CAR-T, vous les avez avec un seul donneur, et puis elle est sur la truc, le patient arrive avec sa maladie auto-immune, vous lui injectez ses CAR-T, il s'en va et tout va bien. Et donc, ils ont fait ça. Et comment on fait ça? Donc, on fait du CAR-T classique, et après, on fait du CRISPR pour enlever tout ce qui pourrait faire de la GVH. Hein, voilà. Alors, pas mal de trucs, pas tout. Hein, c'est quand même 5 CRISPR. C'est quand même pas mal. Hein. Donc, ils ont un type cellulaire et ça, ils ont testé ça dans une myosite, dans 2 myosites et dans une sclérodermie avec un certain succès. Et ce qui a valu au dernier auteur de ce papier d'être parmi le top 10, je ne sais pas si vous l'avez vu, le top 10 de Nature des gens influents en sciences, et il était dedans, hein, donc c'est lui pour ce travail-là. Voilà. Il faut dire que la Chine, c'est le pays du CAR-T. Hein. Quasiment, il y a plus de la moitié des essais CAR-T dans le monde sont en Chine. Hein, voilà. Alors, une belle histoire, vous l'avez tous vu. Alors, c'est intéressant hein, parce qu'on part d'une maladie rare, un syndrome de Cloves, avec une maladie proliférative. Donc, c'est un papier de l'équipe de Guillaume Cano. Après, on fait une souris qui exprime cette mutation activatrice gain de fonction de PIK3CA et on voit qu'elle a une glomérulopathie. On la traite avec des inhibiteurs, ça marche. Et puis quand on va chez des patients lupiques, alors ils traitent énormément de modèles murins. C'est un papier qui a un exemple de comment on valide une cible thérapeutique dans un modèle. Hein. Je pense qu'il y a 4 ou 5 modèles murins différents. Donc c'est vraiment très impressionnant. Et puis ils vont chez les patients lupiques où ils montrent que l'inhibition de PIK3CA marche pour réduire l'activation des lymphocytes. Alors, juste rapidement, ça, je suis à peu près sûr qu'il y a des patients qui vont vous en parler. Hein, voilà. Donc, c'est un papier qui a été publié dans Science Translational Medicine cette année, là, au mois de septembre. Donc, ça utilise un régime qui mime le jeûne. Hein. Donc, c'est des régimes qui durent sur 5 jours. On ne fait pas un jeûne, on réduit à peu près entre 800 et 1000 calories sur 5 jours, et puis on regarde ce que ça donne. Voilà. Alors, ils ont utilisé un modèle PAN, et là, ça marche super bien. Hein, je vais la faire court. Alors, ils ont fait de la transcriptomique spatiale pour renforcer le message. Vous avez le contrôle, le PAN avec leur régime, et vous voyez, le truc marche super bien. Ils ont fait quelques patients, alors que des patients avec des maladies rénales rares, 3 cycles de FMD en 3 mois, pareil là, miraculeux. Ils étaient protéinuriques, ils le sont moins. Ils avaient la fonction rénale qui n'allait pas bien, ils s'améliorent. Et puis la fonction endothéliale, on n'en parle pas, c'est extraordinaire. Voilà. C'est vendu comme ça dans le papier. Quand vous regardez les trucs, c'est un peu moins glorieux quand même. Hein, voilà. Alors pourquoi je vous dis qu'ils vont vous en parler? Parce que si vous allez dans les matériels et méthodes du papier, vous avez accès au site qui vend cette truc et je vous ai mis le prix qui est ici de 200 € par mois, je crois. Voilà, et donc vous avez le petit régime. Le site est très bien fait, je peux vous conseiller sa lecture, voilà. Mais en pratique, pour l'instant, c'est pas encore validé. Voilà. Et puis, je ne pouvais pas finir, j'ai fait que vous parler de transcriptomique spatiale. Et peut-être qu'un jour, on sera obligé de soigner des gens qui ont des maladies rénales dans l'espace. Et donc, vous avez dû voir ce papier sur la néphrologie cosmique.
et qui montre que le risque le plus important secondaire aux voyages spatiaux, c'est la maladie lithiasique. Donc, je pense que ceux qui font de la lithiase ont clairement un bel avenir devant eux si Elon Musk arrive à ses fins. Et un truc, par contre, c'est que le rayonnement cosmique galactique, c'est clairement pas bon. Hein, ça donne des lésions épithéliales tubulaires et vasculaires. Et vous voyez que quand on regarde les programmes transcriptomiques qui sont modifiés, vous avez en premier l'amylose, en deuxième des maladies vasculaires, la dysfonction endothéliale, etc. Et donc, vous voyez, et puis après, vous avez des gènes de maladies un petit peu plus rares. Donc, vous voyez que clairement, je pense que si un jour on va dans l'espace, on aura encore besoin de néphrologues, adultes ou pédiatres. Voilà. J'espère vous avoir convaincu que nous vivons une époque formidable en biomédecine et j'en suis vraiment convaincu. Je pense qu'on a des outils extraordinaires, que ce soit pour traiter les patients avec des maladies rares. Il faut qu'on s'empare de ces technologies pour répondre à nos questions. Et puis, les approches thérapeutiques peuvent se multiplier. Je vous souhaite, comme on dit à Marseille, un bon boudin et en vous rappelant que l'insuffisance rénale, c'est pas bon, surtout à Noël. Vous n'aurez pas de cadeau. Voilà.